BX1+. Le face-à-face. Rouler en SUV est-il compatible ou incompatible avec une politique climatique ambitieuse? C'est la question qu'on va se poser dans ce face-à-face aujourd'hui. Pour éclairer ce débat, on va commencer par une petite définition. Émilie Eckhoff, c'est quoi un SUV? Et est-ce que ça consomme et pollue réellement plus qu'un autre véhicule? Eh bien, un SUV, pour faire simple, et sans rentrer dans trop de détails techniques, c'est une voiture à l'allure d'un 4x4, mais qui est prévue pour la route et qui n'a pas forcément 4 roues motrices. Le nom vient de Sport Utility Vehicle, que l'on peut traduire par véhicule utilitaire sportif. Et c'est un véhicule qui est typiquement plus spacieux qu'une berline. Et puis, il séduit avec son look plus jeune et plus sportif que la voiture familiale ou l'utilitaire. Parmi les SUV très populaires chez nous, on retrouve par exemple la Dacia Duster, l'Alfa Romeo Stelvio ou encore la Tiguan chez Volkswagen. Mais alors, est-ce que ces modèles polluent plus qu'une berline par exemple? C'est évidemment la question. Alors cela dépend des critères que l'on observe et évidemment cela dépend du modèle et des caractéristiques techniques des véhicules que l'on compare. Mais on peut dire globalement que comme le SUV est plus grand, plus lourd et donc moins aérodynamique qu'une petite citadine, il consomme plus et donc pollue plus. Et puis si l'on compare une berline, disons la Passat de chez Volkswagen par exemple, à la Tiguan du même constructeur, qui ont un poids à peu près équivalent, eh bien à même puissance, le SUV consomme plus de 8 litres au 100 contre 6 litres et demi pour la berline et la Tiguan émet également plus de CO2, 152 grammes par kilomètre contre 115 pour la Passat. Merci beaucoup, Émilie Eckhoff. On va débattre de tout ça avec Jos Kasmans. Bonjour, vous êtes le directeur de communication de la FEBIAC, donc c'est la Fédération des entreprises de l'industrie et du cycle, et Benjamin François, qui est membre du collectif Bruxelles Air. Merci à tous les deux d'être venus dans ce studio. Je vous ai vu hocher un petit peu la tête, Jos Kasmans. On ne va pas donner trop de chiffres, mais ce que vient de dire Émilie Eckhoff, c'est correct quand même. Oui, effectivement. Donc le CO2 dépend de la consommation de carburant fossile d'un véhicule. Et donc il est clair qu'un véhicule petit, léger, a l'avantage par rapport à un véhicule plus grand, plus lourd. Ça, c'est les lois de la physique, je dirais. Ouais. Benjamin François, on sait qu'il y a eu une action d'un certain nombre d'ONG au Salon de l'Auto, c'était il y a quelques semaines. Les SUV, il faudrait s'en passer? Oui, il y avait une action effectivement à laquelle on était partie prenante en tant que bruxellaire. Elle parlait avant tout de la publicité, mais oui, clairement, et si on parle des SUV et si on parle de la ville, puisqu'on est sur une radio de ville, clairement les SUV n'ont pas leur place en ville. Ouais, ils n'ont pas leur place du tout. Pour beaucoup de familles, c'est quand même des véhicules spacieux, confortables. On est un peu plus haut sur la route, donc on a un sentiment de sécurité supérieur. C'est plus facile pour mettre les enfants à l'arrière, etc. Oui, certainement, mais il n'y a pas plus de place que dans un break ou dans une voiture familiale, en vérité. Les SUV, c'est juste une impression de sécurité qu'on donne aux gens qui sont à l'intérieur pour justifier la vente de véhicules sur lesquels l'industrie fait plus de marge. Ça, c'est une ligne de conduite très claire de l'industrie et là-dessus, il n'y a pas de doute. Ouais. Jos Kasmans, c'est vrai, ça, vous essayez de vous faire plus de marge avec des véhicules moins nobles que les autres? Vous faites la comparaison, Monsieur François, avec un SUV n'offre pas plus de place qu'un break ou une voiture familiale. Il ne prend pas plus de place non plus. Hein. Le fait d'avoir des grandes voitures et des petites voitures dans le parc automobile, c'est pas un fait nouveau. Hein, si on prend les dimensions d'un véhicule, on constate que 15% du parc des ventes, ce sont des véhicules de grande taille. Avant, c'était des grands breaks et des grands monospaces. Aujourd'hui, c'est des SUV. Mais il est plus lourd, il consomme plus, comme on l'a dit en introduction. Est-ce qu'un SUV consomme plus qu'un monospace de la même dimension? Je ne suis pas certain. Elle a justement comparé avec la Passat, qui est un véhicule familial. Ouais. On va laisser Jos Kasmans finir. On prendra chacun à son tour la parole pour finir le raisonnement. Donc les 15% de grandes voitures, parce qu'en ville, on parle surtout aussi de la place qu'elles prennent en ville. Ça, c'est presque une constante. C'est même un peu moins important. Comment est-ce qu'on explique, Jos Kasmans, que moins de grandes voitures aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il faut le savoir. Ouais. Pourquoi est-ce que les Belges aiment tant les grandes voitures soi-disant acceptables ont été remplacés par des SUV qui, pour l'une raison ou l'autre, probablement leur forme esthétique, sont devenus inacceptables. Le défi reste le même, c'est réduire le niveau de CO2 et inciter le consommateur à choisir un véhicule économique, propre, etc. Oui, Benjamin François. Oui, il n'y a pas que le fait d'être propre, c'est aussi plus dangereux en fait un SUV. C'est pour ça que pour nous on est complètement
complètement contre les SUV en ville parce que bon, voilà, c'est un espace qui est partagé, c'est pas un espace qui est extensible. Donc on a des voitures plus lourdes, plus grandes. Désolé, on a des voitures plus lourdes, plus grandes, plus dangereuses, plus émettrices de polluants. Donc on voit absolument aucune raison de les garder en ville, si ce n'est voilà le sentiment qu'ont les conducteurs d'être en sécurité. Je dis bien que c'est un sentiment parce que les chiffres alors c'est peut-être pas lié au SUV spécifiquement, mais les chiffres des accidents de la route sont en augmentation également. Le nombre de tués en 2019 par rapport en 2018 est en augmentation. Notamment les usagers faibles et les modes actifs, c'est très dangereux pour eux à Bruxelles, c'était multiplié par 6. Oui, Benjamin François, si je vous écoute, il ne suffirait pas juste de non seulement diminuer la publicité comme vous l'avez demandé au Salon de l'Auto, mais il faudrait aussi restreindre l'usage des SUV en ville, voire les interdire carrément. Écoutez, on n'invente rien, c'est dans l'accord de gouvernement bruxellois que la fiscalité automobile va être revue en fonction du poids du véhicule, et nous, on est persuadés que c'est une bonne chose, parce que, voilà, à entendre mon discours, on pourrait croire que je suis anti-voiture. Je vous rassure tout de suite, je ne le suis pas du tout. Vous avez le droit d'être anti-voiture. Non, je ne le suis absolument pas. Je trouve que c'est un outil absolument fantastique, mais des voitures toujours plus grosses, toujours plus lourdes et toujours plus puissantes, là où on réduit la vitesse et où on a plus d'accidents, ça n'a absolument aucun sens. On doit tous rouler dans un petit modèle, alors. Ça aurait beaucoup plus de sens, en tout cas. Jost Casman. Monsieur François a tout à fait raison quand il dit que la fiscalité automobile est un vecteur très important pour inciter ou pour, je dirais, orienter le choix du consommateur. Et c'est la Flandre qui l'a déjà fait d'ailleurs, c'est d'orienter la fiscalité automobile beaucoup plus vers les émissions de CO2. C'est certainement une très bonne idée. Il avait aussi fait référence au fait que les SUV sont plus dangereux. Je pense que ces chiffres viennent d'une étude américaine basée sur des véhicules de type américain qui sont complètement différents du SUV moyen, du SUV type qui est vendu ici. Je vous invite quand même à vérifier les tests Euro NCAP, les tests sécurité automobile, qui ne prennent pas uniquement en compte les occupants du véhicule, mais aussi les usagers faibles, les cyclistes et les piétons. Et là, vous allez constater que les SUV de type européen n'ont pas des scores inférieurs, au contraire, à des berlines, des petites citadines, etc. Même s'ils sont plus lourds. Il y a plusieurs facteurs qui jouent dans le fait d'une sécurité d'un véhicule par rapport à un cycliste ou un piéton. Un avantage d'un SUV, par exemple, c'est le fait que, puisque le véhicule est plus haut, puisque le capot moteur est positionné plus haut, il est plus facile de créer plus d'espace, une zone tampon entre le capot moteur et le bloc moteur rigide. Donc, en cas de choc, c'est la carrosserie qui va se déformer. C'est déjà un confort supplémentaire. Mais effectivement, et ça ne change rien au fait que la vitesse, le poids du véhicule, c'est toujours une bataille inégale entre une personne qui pèse 60, 70, 80, 100 kilos et une voiture qui fait au minimum 800, 1000, 2000 kilos. Pour revenir à la fiscalité en région bruxelloise, ce sera une bonne idée que le gouvernement bruxellois adapte effectivement la fiscalité automobile au poids du véhicule. On le demande depuis de longues années. Depuis de longues années, on demande que la fiscalité automobile soit un vecteur, soit une aide dans le choix du consommateur. Et il est clair qu'avant, c'était les normes anti-pollution, les particules fines, NOx, etc. Aujourd'hui, le grand débat et le grand défi, c'est le CO2. Donc, faites comme la Flandre l'a déjà fait dans une certaine mesure, faites comme c'est déjà fait pour les voitures de société, prenez surtout le facteur CO2 en compte. Donc, surtout le facteur CO2, pas le facteur poids. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Ouais. Puisque si un véhicule est plus lourd, il va consommer plus et donc il va émettre plus de CO2. François, vous êtes presque d'accord ? Non, je suis absolument pas d'accord là-dessus parce qu'alors on va partir sur les véhicules hybrides par exemple qui ont des cycles d'émission absolument théoriques qui sont pas du tout représentatifs de ce qui se passe en vérité. On prend pas en compte si les batteries sont chargées ou pas. On parle de véhicules qui émettent moins de 50 grammes de CO2 pour des voitures qui font plus de 2 tonnes. Bon, voilà, on sait que là l'industrie est extrêmement forte pour aller contourner les règles. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte le poids et pas le CO2. Vous déclarez des choses qui ne sont pas vraies. Je suis venu en voiture hybride, je suis venu en mode électrique. Ce matin, je suis parti de chez moi avec la batterie chargée pleinement. Je suis allé de chez moi jusqu'au bureau. Je suis venu du bureau jusqu'ici. Je vais continuer jusqu'au bureau et recharger. Simplement dire une voiture hybride, c'est une arnaque, c'est une rigolade. Ça dépend de la manière de conduire. C'est parce que vous êtes un conducteur
conducteurs responsables, sans doute. Voilà. On ne peut pas penser que tout le monde est de Mais cette vous venez manière-là. de C'est dire- pour ça qu'on introduit... Nous, on demande en tout cas que le poids soit pris en compte. C'est hyper important, en tout cas. Faites attention pour les voitures électriques alors, parce que les packs de batterie, ça pèse énormément. Mais voilà, lourd. les voitures électriques sont très très lourdes aussi. C'est pour ça que c'est pas une solution non plus, Donc certainement. l'électrique n'est pas la panacée. L'électrique- Bruxelles Air pense ça aussi. L'électrique n'est pas la panacée. La voiture électrique peut être un outil fantastique, mais les voitures électriques maintenant sont beaucoup plus lourdes que les autres. Donc du coup aussi forcément beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus émettrices de pollution locale. Donc là on parle de plaquettes de frein, on parle de pneus aussi, ça abîme plus les routes. Enfin voilà, c'est des véhicules pour lesquels on va presque pas payer de taxes et qui coûtent beaucoup plus à la société de l'autre côté. Donc Je suis surpris, Benjamin François. Moi j'étais persuadé que du côté des défenseurs de l'environnement, on était à fond pour l'hybride et l'électrique. Oui, non, c'est une belle évolution. Le truc, c'est qu'il faut prendre en compte le poids du véhicule. Les petits véhicules légers électriques, si on a besoin de voitures, c'est ceux-là qu'il faut privilégier. Et l'industrie va exactement dans l'autre sens. C'est ça qui est absolument Je hallucinant voulais avec vous la poser FEVIAC. une question que Le Benjamin poids François a... est traduit par les émissions de CO2. Un véhicule qui pèse plus lourd va émettre plus de CO2. Donc, Oui, sauf s'il cet est aspect hybride poids, ou thermique, ça change c'est quand même pas les lié, choses. C'est absolument Cet aspect- théorique ce que vous dites cet là. aspect- C'est pas vrai du tout. Je voudrais mettre en poser... mouvement un élément qui est plus lourd qu'un élément qui est moins lourd, il faut plus d'énergie. Et expliquez-moi pourquoi ils doivent toujours être plus lourds alors. Quel est le problème? Parce que Mais plus lourd veut dire plus de CO2. L'industrie va exactement dans ce sens-là. C'est une logique absolument mortifère, là où toute la société comprend qu'il faut être dans une logique de rationalisation de l'énergie, de la consommation, de la pollution. L'industrie automobile, elle va dans l'autre sens, quoi. Ça, on comprend pas du tout. Ils décident de ne pas jouer avec les mêmes règles que tout le monde, ou alors leurs propres règles, et ils les c'est le imposent. secteur qui est le plus réglementé de tous les secteurs. Mais oui, parce qu'il y a intérêt à vous réglementer. Vous continuez quand même à aller dans le mauvais sens. Alors, Jos Mais Kasman. les constructeurs automobiles n'aiment pas vendre du poids. Le poids du véhicule, ça leur embête. Ça coûte cher en production. Ça Le rapporte matériel, plus. Ça rapporte il faut l'acheter. Et deuxièmement, un véhicule plus lourd par rapport à un concurrent qui fait le même type de véhicule plus léger, eh bien, votre véhicule aura un désavantage au niveau consommation et donc un désavantage aussi au niveau fiscal. Il ne va pas se vendre. Si les véhicules sont devenus plus lourds, c'est que ce sont des véhicules qui sont complètement différents des véhicules d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, etc. Et on parle confort, oui, on parle exigence du client, oui, on parle surtout aussi sécurité, on parle surtout système anti-pollution. Une voiture d'aujourd'hui n'est nullement comparable à une voiture d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Benjamin François. Là, vous contredisez exactement ce que l'équivalent de vous au niveau européen, la CEA, a dit, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de désinvestir dans le secteur des petites voitures, des petites citadines, pour se privilégier sur les voitures qui leur font plus de marge, les plus grosses voitures, les SUV notamment. Ils Jos suivront le Kasman. modèle On des laisse- États-Unis. on va laisser Jos Kasman répondre à ça. Maintenant, il y a certaines voitures, certaines petites voitures qui sortent du marché parce que ce sont les premières qui vont maintenant évoluer vers des véhicules électriques. Une petite voiture citadine en électrique, c'est plus intéressant qu'un moteur thermique, premièrement. Deuxièmement, et là, vous vous trompez, le fait qu'on n'arrive plus ou plus difficilement à produire des petites voitures, c'est parce que les exigences sont devenues tellement complexes, tellement exigeantes, les technologies qui doivent être embarquées sont tellement chères qu'on n'arrivera plus à les vendre. Donc, il faut passer pour ces véhicules-là à l'électrique. Continuer avec des moteurs thermiques, c'est strictement impossible. Et c'est ce mouvement, ce basculement qui est en train de se faire maintenant. Est-ce que vous pouvez répondre à Benjamin François qui a dit à plusieurs reprises dans le débat, si on construit des véhicules plus lourds, c'est parce qu'on les vend plus cher et que l'industrie fait plus de marge. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça vaut, je pense, pour chaque produit. Si je vous vends une cuisine mieux équipée, avec plus d'appareils, avec pas uniquement un four, mais aussi un four à micro-ondes, pas uniquement un frigo, mais aussi un congélateur, eh bien, c'est une valeur supérieure. Mais là, on ne parle pas Et de donc, l'équipement, on parle plutôt de la taille et du poids du véhicule. Est-ce que c'est parce que c'est plus gros, c'est plus cher? Ben non. Donc là, l'argument n'est pas bon. Un véhicule qui est plus grand, un véhicule qui est mieux équipé, coûtera plus cher. Donc, il y a un montant plus important. Donc, il y a... Mais pourquoi vous investissez plus dans ce secteur qui, à l'évidence, allez, on n'a même pas cité ça, mais il y a un rapport 2019 de l'Agence internationale de l'énergie dont le directeur lui-même s'inquiète
s'inquiètent de l'augmentation du secteur des SUV. C'est la deuxième cause de l'augmentation des polluants de CO2 au niveau mondial. Les SUV uniquement. Aux États-Unis, on est à près de 50% du parc qui est des SUV. Ici, on s'approche des 40%. Je veux dire, on ne peut pas accuser l'Agence internationale d'énergie d'être anti-voiture. Comment ça se fait qu'un type comme ça s'inquiète et vous répondez en faisant des voitures encore plus grosses? Nous, on ne comprend pas. Il faut quand même faire la distinction, je pense, entre une tendance générale, un marché en Belgique, comparer les SUV américains avec les SUV qui se vendent ici. Moi, je me pose la question. Allez, on va parler franchement. Je m'achète une Renault Clio, tout à fait acceptable. Je m'achète une Renault Captur, qui est en fait la même voiture, mais sous-élevée, un peu plus haut et avec un look un peu différent, mais dont les caractéristiques sont plus ou moins les mêmes. Oui. La plateforme est la même, les motorisations sont les mêmes, etc. Et tout d'un coup, ça devient inacceptable. Bizarre, non? Mais c'est pas bizarre, c'est des voitures plus grandes, plus dangereuses et plus polluantes. Je vous dis, ça va absolument à l'inverse de Polo, de tout ce que la société est censée faire. Et on a la version SUV, la T-Roc. On a une Golf et T-Cross. Et on a une Golf et on a la version SUV T-Roc qui, au niveau de dimension, au niveau poids, au niveau dimension intérieure. On a compris qu'on n'allait pas vous mettre d'accord. Je vais vous poser une dernière question pour clore ce débat. Le gouvernement bruxellois n'a pas encore pris sa décision sur la fiscalité automobile. Est-ce qu'à Bruxelles et est-ce qu'à la FEBIAC, on est en contact avec le gouvernement bruxellois? Est-ce qu'on demande à être entendu dans ce débat? Comment ça se passe? Bruxelles. Bruxelles, certainement, on est demandeur. On n'a pas encore établi un contact fructifiant maintenant, mais j'imagine que la FEBIAC a quelques longueurs d'avance dans ce cas-là. Donc ça veut dire que vous allez aller voir le ministre du budget, de la fiscalité, le ministre de l'environnement, le ministre de la mobilité, certainement. Ouais, la FEBIAC, ce sera la même une chose. nouvelle fiscalité clairement, et puis un deuxième élément pour le gouvernement bruxellois, c'est le fait que dans l'accord gouvernemental, il n'y a aucun mot sur la mobilité électrique, sur les bornes de recharge, sur la voiture électrique. Vous l'avez déjà dit ici, oui. Donc ça c'est vraiment ahurissant et totalement inacceptable. Donc ça, c'est clairement notre priorité. Merci Jos Kasmans, donc directeur de communication de la FEBIAC, et Benjamin François, membre du collectif Bruxelles. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur l'intérêt de rouler ou pas en SUV.